C'est un vieux pays. Alors pour commencer, aujourd'hui, un petit peu d'histoire qui vous rappellera sûrement le bac. Donc, je ne surprends personne si je vous dis qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'alliance entre les vainqueurs est rompue et que les deux blocs militaires et idéologiques se constituent autour de, à votre avis? Oh, c'est difficile. Je sais pas. Les États-Unis et l'Union soviétique. En plus, attends, c'est notre cours. Dorénavant, les relations internationales vont se concevoir dans une logique bipolaire, les autres pays devant choisir un camp. Alors évidemment, le Moyen-Orient n'échappe pas à la règle, et ce sera, si l'on peut dire, l'un des terrains de jeu des grandes puissances. Et d'ailleurs, les inimitiés déjà existantes ou les tensions qui affleurent depuis longtemps se révèlent, et la politique déjà tortueuse du Moyen-Orient se complexifie encore plus. Alors, entre gros clashs et petites intrigues, on vous révèle tout sur les relations souvent compliquées mais toujours passionnées qu'entretiennent les pays du Moyen-Orient avec les grandes puissances de la guerre froide. Alors, j'ai aujourd'hui avec moi mes chers chroniqueurs, Margot, Charlotte, Nathan et Océane. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, Océane, c'est toi qui vas nous parler aujourd'hui de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Exactement, je vais vous faire un petit topo sur les relations américano-saoudiennes. Alors, comme on peut s'en douter, cette relation est fortement marquée par l'enjeu du pétrole. Mais elle ne se résume pas non plus. Pour mieux comprendre la situation, je vais commencer par faire un bref historique de leur relation. Mais je vais faire court et simple, mais en vrai c'est une relation assez compliquée et plutôt tumultueuse. Quoi qu'il en soit, elle commence au XXe siècle, lorsque, accrochez-vous c'est un peu long, Abdelaziz Ben Abdelrahman Al Saoud, le fondateur du royaume saoudien moderne, décide de contacter les États-Unis, qui était la seule puissance à ne pas avoir eu une démarche colonialiste dans la région. Il les a contactés dans l'espoir qu'ils puissent protéger l'indépendance de son pays. Mais à ce moment-là, ça n'intéressait pas trop les États-Unis. Et c'est seulement au début des années 30, lorsque d'importantes réserves de pétrole sont découvertes en Arabie Saoudite, que les États-Unis commenceront à s'intéresser à leur pays. Et oui, les intérêts et l'argent d'abord. Toujours. C'est partout ça. Par la suite, leur relation se renforce le 14 février 1945, lorsque le président Roosevelt et Ibn Saoud se réunissent à bord du croiseur Quincy pour signer une alliance qui portera le nom de Pacte de Quincy. Cette alliance, elle va assurer pendant 60 ans un accès privilégié au pétrole du royaume pour les États-Unis, en échange d'une protection militaire en cas de besoin. Et lors de cet entretien, Roosevelt tente aussi d'obtenir l'appui du roi pour la création d'un foyer national juif en Palestine, mais ça lui sera catégoriquement refusé. Et comme Truman va quand même passer cet accord quelques années après, et voter, grâce à cet accord, la création de l'État d'Israël, ce sera vécu comme une trahison par les Saoudiens, et du coup ça va entacher pendant un moment leur relation. Et à cela va s'ajouter un deuxième épisode qui va menacer cette relation, c'est pendant la crise de 1973, parce que l'Arabie Saoudite va participer, à l'initiative de l'OPEP, à un embargo pétrolier sur les États-Unis, ainsi qu'à une augmentation des prix de 70%. Alors là, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, ils ont fait ça pour se venger de l'aide massive qu'ont fourni les Américains à Israël durant la guerre du Kippour. Donc en gros, dès qu'il est question d'Israël, c'est compliqué pour les deux pays. Mais ce qui va rapprocher les deux pays à nouveau dans les années 80, c'est qu'ils vont avoir le même ennemi. À votre avis, qui? Le Koweït, Ouais. Ah oui, l'Iran. Bien sûr, l'Iran. Et donc, même si l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont des raisons différentes de ne pas apprécier l'Iran, ils vont tous les deux se retrouver aux côtés de l'Irak de Saddam Hussein lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Mais, comme rien n'est simple, un nouvel épisode de tension va faire son apparition. C'est juste après les attentats du 11 septembre, quand les États-Unis vont découvrir que 15 des 19 pilotes qui avaient détourné les avions et provoqué la mort de quelques 3000 personnes étaient en fait des Saoudiens. L'Arabie va dénoncer les attaques, mais elle est accusée de financer en sous-main l'extrémisme islamiste. À cela va se rajouter une grosse crise de confiance sous Obama. Alors je suis pas rentrée dans les détails parce qu'il y a plein de petites raisons différentes. Mais en gros, il y a une crise de confiance et elle se terminera à l'élection de Donald Trump, avec qui l'Arabie Saoudite se remet à passer de gros contrats. Certains ont même excédé les 380 milliards de dollars, dont 110 milliards ont été consacrés à la vente d'armements américains à Riyad,
visant à contrer les menaces iraniennes, puisque c'est le grand ennemi, et à combattre les islamistes radicaux. Donc pour résumer, l'Arabie Saoudite et les États-Unis entretiennent une relation d'interdépendance, puisque l'un garantit des avantages économiques, notamment sur le pétrole, et l'autre profite d'un marché énorme et d'une sécurité militaire. Donc malgré les difficultés et les tensions, les pays restent toujours liés l'un à l'autre. Ça, c'est pour le petit point historique. Mais pour moi, ce qui illustre bien les relations américano-saoudiennes, actuellement, c'est l'affaire Khashoggi. J'imagine que vous en avez sûrement entendu un peu parler, mais je vais quand même faire un petit topo pour être sûr. Alors, Jamal Khashoggi, c'est un journaliste saoudien qui a été tué le 2 octobre 2018 lors d'une visite au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, donc en Turquie. Dans un premier temps, il est porté disparu et puis son meurtre est confirmé le 20 octobre par l'Arabie Saoudite. Les versions concernant la façon dont Jamal Khashoggi a été tué divergent. Elles sont d'ailleurs toutes plus sanglantes les unes que les autres. Et comme son corps n'a pas été retrouvé, on n'a pas réussi à aboutir à une version définitive. Si l'Arabie Saoudite a vite été soupçonnée d'être à l'origine de sa disparition, c'est entre autres parce que le journaliste s'opposait ouvertement à la politique menée par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et comme c'était un promoteur de la démocratie dans le monde arabe et un critique des pouvoirs corrompus, il s'était déjà exilé en 2017 aux États-Unis et il travaillait là-bas pour le Washington Post. Alors vis-à-vis de cette affaire, la position des différents pays diverge. Alors que les pays américains et le Canada ont condamné les agissements du prince et sa tentative d'éviter l'affaire alors que les preuves s'accumulaient contre l'Arabie Saoudite, Donald Trump, lui, a clairement réaffirmé son soutien. Dans un communiqué, il a même affirmé que, et là je le cite, « Si le meurtre de Jamal Khashoggi est épouvantable et notre pays ne le pardonne pas, les États-Unis entendent cependant rester un partenaire inébranlable de l'Arabie Saoudite pour assurer les intérêts de notre pays, d'Israël et de nos partenaires dans la région. » Donc, en gros, Donald Trump a clairement signifié que les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont et seraient définies par les contrats d'affaires et leur opposition commune à l'Iran, et non pas par un quelconque assassinat et les magouilles qui s'en sont suivis pour masquer tout ça. Eh bien, merci Océane, du coup, pour cet aperçu de la situation. Maintenant, ça va être à Charlotte qui va nous parler de la relation entre la Turquie et la Russie, c'est ça ? C'est ça, très exactement. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec un petit peu d'histoire. Bon, alors, je vous épargne le rappel guerre froide. Normalement, les faits, on les connaît assez bien. Par contre, les enjeux dans la guerre froide, de la guerre froide dans notre région qu'est le Moyen-Orient, beaucoup moins. Alors, personnellement, je vais me concentrer donc sur la Turquie. Ce pays, aux portes de l'Europe, a un enjeu majeur dans la guerre froide. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie était fermement nazie, puis le changement de président a donné une position beaucoup plus ambiguë pendant la guerre elle-même, jusqu'à la déclaration de guerre contre l'Allemagne en 1945. Et puis nous entrons dans le vif du sujet, le post-guerre mondiale, les relations turco-russes pendant la guerre froide. Enfin, pas tout de suite, parce que la Turquie ne rentre pas dans le bloc soviétique pendant la guerre froide. Bien au contraire, elle rentre dans la stratégie américaine du containment. Parce qu'au lendemain de la guerre, la Russie menace la Turquie que si la Turquie veut renouveler le traité d'amitié de 1935, eh ben, elle va devoir céder, Staline la menace de céder des régions turques. Alors la Turquie décide de ne pas se faire marcher dessus, et boum, elle se tourne vers les États-Unis, qui eux, alors ils sont très contents. La Turquie rentre parfaitement dans leur stratégie du containment, un pays aux portes de l'Europe de leur côté, qui leur permet l'accès à la Méditerranée, qui donne un accès sur l'URSS. Alors la Turquie rentre dans le plan Marshall, puis dans l'OTAN en 52, mais aussi dans le pacte de Bagdad en 55, avec l'Irak, l'Iran, le Pakistan, le Royaume-Uni, et l'entrée des États-Unis en 58. Le but de ce pacte étant de mettre en place un cordon sanitaire de l'OTAN pour éviter le communisme. Bon, alors autant vous dire que les relations turco-russes sont tendues pendant la guerre froide. Alors, pour vous, quelle va être la position de la Turquie après la guerre froide ? Suspense. Eh bien, roulement de tambour, changement de cap, la Turquie se tourne vers la Russie. Et là, vous vous dites, quoi, comment ça se fait ? Eh ben, d'après les éléments de réponse que j'ai trouvés, alors d'abord, il y a eu la crise de Cuba en 62. Alors, vous vous en souvenez de cette crise, ça va ? Les États-Unis donc retirent les missiles de Turquie, qui perd d'un coup un poids du coup dans la région, surtout qu'elle est seule par rapport aux communistes.
Et le coup de grâce, il me semble, est donné par la crise de Chypre. Vous savez ça où c'est aussi? Non. Il y a une petite île dans la Méditerranée qui se dispute la Turquie et la Grèce entre 59 et même 83. Et donc le président américain dit clairement aux États-Unis dans une lettre rendue publique que si la Turquie intervient militairement, les États-Unis et ses alliés ne protégeront pas la Turquie. Rappelons-le, la Turquie fait quand même partie de l'OTAN. Mais bon, pour plus de précision, j'ai posé cette question à monsieur David Cumin, maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3 et spécialisé dans le droit de la guerre et dans le nucléaire. Ce à quoi il m'a répondu. Qui a affaibli l'OTAN et qui a empoisonné les relations franco-américano-turques, c'est sur le génocide arménien. C'est-à-dire que les Français et les Américains ont reconnu le génocide au grand regret des Turcs. Donc la question chypriote, la question arménienne, ça a effectivement créé des tensions, ça a empoisonné les relations au sein de l'OTAN, entre membres de l'OTAN. Mais ça n'a pas été très loin, l'OTAN a été maintenue, la guerre froide a été gagnée et l'URSS s'est effondrée. Comme vient de nous dire David Cumin, les relations avec les États-Unis sont restées plus que correctes. La Turquie est restée dans l'OTAN et donc le rapprochement avec la Russie n'a pas été direct. Et le fait, il m'a fait remarquer que la relation entre ces deux pays était basée surtout sur une rivalité entre l'Empire ottoman et l'Empire soviétique. Des relations très très anciennes. Et autrefois, avant la Turquie, il y avait l'Empire ottoman. Avant la Russie, il y avait l'URSS. Avant l'URSS, il y avait l'Empire russe. Donc c'était une histoire plus d'empire, d'entente. C'est ça. Pas d'entente, vous vous trompez, hein. Une histoire de rivalité. Entre l'Empire ottoman et l'Empire russe, il y avait un très vieil antagonisme, une très vieille rivalité, pour 2 ou 3 raisons. Premièrement, les Russes voulaient les protecteurs des chrétiens orthodoxes. Et deuxièmement, les Russes étaient intéressés, l'Empire russe, empire des tsars, était intéressé par les détroits turcs. De manière à ce que les forces navales russes, qui sont basées à Sébastopol en mer Noire, puissent débouler librement en Méditerranée. Et au-delà, à la mer Rouge, lorsque le canal de Suez a été construit. Du coup, donc, jusque dans les années 90, les relations turco-russes ne sont pas particulièrement médiatisées jusqu'en 2015. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2015 ? Relations turco-russes. Problème militaire? Plus ou moins. Je sais pas. Alors, le 24 novembre 2015, la Turquie abat un Sukhoi russe. Alors, c'est la première fois depuis la guerre froide qu'un pays de l'OTAN abat un appareil russe. Donc c'est un avion, hein. Ce qui mais donne à une crise dans tous les domaines, diplomatique, militaire, économique, culturel et même et sportif. Alors, maintenant que je vous ai rappelé, est-ce que vous vous souvenez de cette crise ou toujours rien du tout? Vaguement. Vaguement. Bah, je t'avoue que moi, j'avais rien compris à l'époque. Et du coup, je m'y suis remis. Et en fait, cette crise, elle est vraiment au nœud des tensions géopolitiques du moment, si je puis dire, et du Moyen-Orient, parce que c'est au cœur de la guerre civile syrienne. Et au vu de sa complexité, je vous ai laissé Monsieur Cumin vous expliquer la complexité par rapport aux relations turco-syriennes. Que je vous disais, ce rapprochement turco-russe est récent, c'est 2016, mais auparavant, dans les années 2000-2010, notamment par rapport à la crise syrienne ou la guerre civile en Syrie, la Turquie soutient les opposants à Assad, à Damas, la Russie, elle soutient Assad à Damas. Donc il y avait un conflit très net entre Turcs et Russes. Les Turcs, comme les Occidentaux ou les Arabes, soutenant les opposants, voire même les islamistes, alors que la Turquie, elle, a le régime alaouite baathiste, c'est un vieil allié de la Russie. Et donc l'affaire de l'avion dont vous me parlez, c'est que les Russes ravitaillaient les forces gouvernementales syriennes, les Turcs, eux, étaient plutôt du côté des insurgés, et donc il y avait parfois des violations de l'espace aérien turc par les avions russes, et à un moment, la Turquie a réagi et a abattu un avion de guerre. Et ça montrait bien que la Turquie était avec les Arabes et les Occidentaux contre le régime syrien, ce régime syrien qui lui-même était soutenu par la Russie et par l'Iran. Donc, au cours de novembre 2015, on arrive à l'apogée des tensions entre la Russie et la Turquie. Et fin juin 2016, les présidents de ces deux pays donc, se retrouvent à Moscou pour mettre les choses au clair. Et d'après le site de RFI, Moscou décide d'oublier l'incident du 24 novembre.
Donc, et puis depuis, l'un des éléments importants en Turquie, qui a lieu finalement qu'un mois après cette rencontre de présidents, c'est le putsch. Et Monsieur Cumin nous donne son analyse. Il y a eu cette espèce de tentative de putsch, ou soi-disant putsch. En tout cas, Erdogan en a profité pour étouffer son opposition. Il a été critiqué comme étant, par les Occidentaux, comme menant une politique contraire aux droits de l'homme. Et Poutine en a profité pour se rapprocher d'Erdogan, et réciproquement. Poutine répète souvent, face à l'universalisme occidental, à l'ingérisme occidental, aux droits de l'homme occidental, nous, Russes, nous incarnons la souveraineté, etc. Et nous appuyons nous sommes hostiles à toute ingérence et nous soutenons tous les gouvernements en but à l'ingérence occidentale. Donc Poutine, très intelligemment, a saisi l'opportunité, vous voyez, pour, en quelque sorte, séparer Turcs et Occidentaux, qui jusque-là étaient très, très proches les uns des autres, sur l'affaire du putsch et puis l'au-delà du putsch. Donc pour terminer, je me suis demandé comment cette alliance pouvait survivre, tout simplement, parce que ces deux États avaient des politiques étrangères et des alliés assez opposés. Parce que oui, du coup, je me suis concentrée sur la guerre syrienne et le génocide arménien, mais on observe aussi des tensions au niveau de la Crimée, au niveau des Kurdes, et à quoi M. Cumin m'a répondu. Puis enfin, ce sera mon dernier mot, l'Arménie la Turquie craint, il y a une hostilité entre la Turquie et l'Arménie. Or, l'Arménie s'appuie, elle aussi, sur la Russie et l'Iran. Donc, ce qui fait qu'entre Turcs et Russes, il y a une entente conjoncturelle, mais je crois que sur le fond, l'antagonisme, il est quand même souvent. C'est ça, c'est que je voyais qu'il y avait des ententes dans certains sujets et d'autres où je me demandais comment ça pouvait tenir, parce que c'est la Crimée, les Kurdes... il y a des moments comme ça, tant mieux si les pays s'entendent, mais sur le fond... par rapport à la Syrie, par rapport à l'Arménie, par rapport au pétrole de la Caspienne, par où serait-il écoulé? Par la Russie et par la Turquie, il y a l'antagonisme ici. Par rapport à la turcophonie, et puis au contraire les Russes qui voudraient maintenir l'hégémonie de Moscou dans l'ex-URSS. Il y a quand même des... Bon merci beaucoup Charlotte du coup pour cet éclairage. Et maintenant ça va être au tour de Margot, c'est ça? Alors toi Margot, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors je vais vous parler donc du cas d'Israël dans la guerre froide et de l'influence qu'a eu la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous parler de l'influence de la guerre froide sur Israël sans vous expliquer l'origine de cet État. La guerre froide est en partie marquée par la création d'un territoire juif avec le soutien des États-Unis. Alors tout d'abord, le sionisme, d'après Gilbert Achcar, est un mouvement qui vise à l'obtention d'un État pour le peuple juif, et ça a été théorisé par Theodor Herzl, je ne sais pas comment ça se prononce, journaliste et écrivain. D'après les clés du Moyen-Orient, le sionisme égalitaire, inspiré de l'idéologie des Lumières du XVIIIe siècle, et des évolutions liées à la révolution industrielle au XIXe siècle. De multiples lois discriminatoires rendaient difficile l'intégration des Juifs dans la société. Léo Pinsker propose en 1882, dans son manifeste pamphlet, un territoire juif qui permettrait l'auto-émancipation des Juifs, l'égalité par rapport aux autres peuples et assurerait la sécurité du peuple. Le mouvement sionisme s'appuie sur l'attachement du peuple juif à la Terre Sainte et à Jérusalem, qui est au cœur du judaïsme. C'est pourquoi ils veulent s'installer en Palestine. La déclaration Balfour de 1917 est une décision britannique qui avait pour but de créer un foyer national juif en Palestine. Il y a un renforcement de la volonté de créer un État juif suite à l'affaire Dreyfus, à des pogroms qui sont des attaques accompagnées de pillages et de meurtres perpétrés contre une communauté juive dans l'Empire russe, selon le dictionnaire Larousse. Il y a donc un renforcement de la volonté de créer un État juif, aussi suite aux persécutions et au génocide des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la guerre froide, d'après Universalis, le monde diplomatique et les clés du Moyen-Orient, suite à la Shoah, le génocide des Juifs par les nazis, les États-Unis vont soutenir la création d'un État juif en Palestine pour les raisons principales suivantes: la persécution du peuple juif, et c'est aussi un lieu de ressources pétrolières très important. Le 29 novembre 1947, le plan de partage de l'ONU prévoit la création de 2 États, Israël sur 56% de la terre de Palestine et un État arabe sur les 44% restants. Et c'est la résolution 181.
La proclamation de l'État d'Israël par Ben Gourion a eu lieu le 14 mai 1948. Truman va reconnaître l'État juif. Le lendemain, la première guerre israélo-arabe éclate, déclenchée par les pays arabes voisins, hostiles au plan de partage. Elle tourne à l'avantage d'Israël, qui agrandit son territoire et expulse environ 700 000 Palestiniens. Du 5 au 10 juin 1967 a lieu la guerre de 6 jours. Israël gagne la guerre et occupe la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, le Sinaï égyptien et le Golan syrien, grâce à l'aide des États-Unis. Ces derniers veulent vaincre l'URSS indirectement, qui aidait l'Égypte et la Syrie. La colonisation israélienne débute aussitôt. Le 22 novembre 1967, l'ONU exige la libération des territoires occupés par Israël en échange de la reconnaissance de la souveraineté de tous les États de la région, et c'est la résolution 242. Du 6 au 25 octobre 1973, la guerre du Kippour est lancée par les pays arabes contre Israël le jour du Kippour, qui est une fête religieuse juive, qui mène à une contre-offensive victorieuse grâce en partie au poids aérien des États-Unis pour acheminer le matériel militaire en Israël. Dans le cadre de l'ONU, Washington et Moscou appellent les belligérants à des négociations en vue d'établir une paix juste et durable, d'après la résolution 338 du 22 octobre. En septembre 1970 sont signés les accords de Camp David, qui sont 2 accords de paix signés à la Maison-Blanche entre Israël et l'Égypte. Après négociation, Israël rend le Sinaï et l'Égypte doit reconnaître l'État d'Israël. Cela va élever des critiques par les autres pays du Moyen-Orient. L'Égypte aurait agi pour ses propres intérêts. Israël obtient le statut privilégié d'allié des États-Unis, ce qui lui offre la possibilité d'obtenir de nouvelles aides financières et militaires. Le 7 décembre 1987 a eu lieu la première intifada, qui sont de petites révoltes ponctuelles par de jeunes Palestiniens contre Israël sans armes à feu. Après la guerre froide, a eu lieu les accords d'Oslo le 13 septembre 1993 et le 28 septembre 1995, qui sont des accords de paix entre Israël et la Palestine. Cette dernière possède un territoire autonome. Mais cependant, il y a encore 3 questions qui ne sont pas résolues. Le retour des réfugiés palestiniens, le statut de Jérusalem, l'avenir des implantations juives en Palestine. Suite à ces accords, Rabin, qui est le premier ministre israélien, est assassiné en 1995, d'après Arte. La seconde intifada se déclenche en septembre 2000. On remarque donc un échec dans le processus de paix voulu majoritairement par les États-Unis. Aujourd'hui, 40% de la communauté juive mondiale vit en Israël, selon les clés du Moyen-Orient. D'après Le Monde, Jérusalem est divisée en 2 communautés, arabes et juives. Trump a reconnu Jérusalem en décembre 2007 comme capitale d'Israël. Il accède à une demande ancienne d'Israël sans évoquer la revendication des Palestiniens. Cet événement peut être vu comme une opportunité pour les Palestiniens de faire la guerre contre Israël. Le président du Brésil a prévu de faire de même. Les États-Unis ont joué un rôle central de médiateur dans le conflit israélo-palestinien depuis 4 décennies et sont proches d'Israël, qu'ils ont soutenu de façon décisive durant les guerres israélo-arabes de 1967 et 1973. Et ils les aident encore aujourd'hui massivement. Israël est régulièrement soupçonné par une commission de l'ONU pour de possibles crimes de guerre contre les Palestiniens. On remarque donc un fort impact de la guerre froide sur la région d'Israël. Pour certaines personnes, la relation israélo-américaine est un obstacle à la résolution du conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup du coup Margot pour cette intervention. Maintenant, ça va être enfin à Nathan du coup de nous parler un petit peu du sujet complexe qu'est la Syrie. Et oui, donc on va essayer sans bug technique de s'intéresser donc pas à la guerre froide à proprement dit, mais plutôt la comparer avec la nouvelle forme de guerre froide qui secoue la Syrie notamment et qui continue à la rendre encore plus instable. Donc tout d'abord, il faut savoir que depuis 2001, il y a un conflit armé qui est en cours en Syrie. Les affrontements opposent principalement le régime de Bachar el-Assad et ses opposants, devenu peu à peu une rébellion armée. Ainsi, ce conflit est devenu pour les puissances démocratiques un enjeu d'extension du modèle apparemment parfait de la démocratie. Et puis d'un autre côté, il y a la Russie. Alors, est-ce que vous savez depuis quand la Syrie et la Russie sont-elles des puissances partenaires ?
Bah, ça fait longtemps. Il me semble que c'est des alliés de longue date, si je puis dire. Donc date, combien 3 millénaires. Non, je rigole. Ouais. Je sais pas, bien une trentaine d'années, je sais pas. Voire plus. Ouais. 60 ans. Je sais pas combien ça fait, mais en tout cas, c'est depuis les années 50. Donc c'est ça, à peu près 70 ans, on va dire. Donc en plein contexte de guerre froide, avec notamment pour l'anecdote, un premier contrat d'armement qui a été signé en 56. Donc, lors du déclenchement de la révolution en Syrie, Moscou soutenait donc déjà Bachar al-Assad avec une volonté pour Poutine de réaffirmer sa puissance au Moyen-Orient, puissance que la Russie avait perdue en grande partie avec l'écroulement du bloc soviétique. Ce soutien de Poutine s'est traduit avec des vétos au Conseil de sécurité de l'ONU pour des actions notamment punitives contre le régime de Bachar el-Assad. Est-ce que vous savez quand la Russie a commencé à s'engager de manière active et de manière belligérante, si je puis dire ? Bah, assez rapidement, parce qu'elle a toujours été pour Bachar. Du coup, je sais pas, durant de 2014, du coup. Presque. Vous avez une autre idée, vous, non ? Non. Septembre 2015, exactement. Donc Bien j'y joué, étais presque. Charlotte. Et c'était officiellement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, hein, officiellement. Moscou cherche à réhabiliter Bachar al-Assad en prenant le prétexte donc de la lutte contre les groupes armés. Et à ce titre, il dénonce notamment la politique des Occidentaux qui, pour lutter contre Bachar al-Assad, soutiennent des groupes rebelles que la Russie qualifie de terroristes. D'un autre côté, on a la coalition composée des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France depuis 2014. Avant ça, les États-Unis, eux, adoptaient une position plutôt prudente, selon le monde, mais livraient quand même des armes à l'opposition syrienne. Et c'est donc dans ce contexte que le terme de nouvelle guerre froide apparaît de plus en plus. Cette nouvelle guerre froide, elle prendrait, selon Marie Brett pour l'AFP, la forme d'une guerre, souvent sans contact, de haute précision, et dans laquelle cyberinformation, renseignement, pression politique, économique et soft power jouent un rôle essentiel. Le conflit qui opposait à la base des rebelles et le régime de Bachar al-Assad devient maintenant une lutte entre grandes puissances. Al-Assad expliquait que, selon lui, la situation de guerre profonde en Syrie s'explique par l'intervention des puissances étrangères. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la guerre froide est de retour avec vengeance. Mais bon, Cyril Brett, enseignant à Sciences Po, nuance cette idée et nous rappelle les événements de la crise de Cuba de 62 qui ont quand même mené les deux pôles au bord d'une guerre nucléaire. En restant sur ce principe de comparaison avec la guerre froide, on peut relever que, toujours selon Cyril Brett, les tensions sont quand même relativement limitées du fait de la plus faible puissance de l'URSS aujourd'hui que durant la guerre froide. Et côté américain, Nicole Bacharan relève également qu'à la différence des États-Unis de la guerre froide, Donald Trump n'est pas à la tête d'un État leader d'un monde libre, même si elle reconnaît qu'il y existe une forme de guerre. Concrètement, sur le terrain, comment ça se traduit ? Depuis avril 2018, ces tensions se traduisent sur le terrain par une intensification des interventions des États-Unis qui cherchent à contester la supériorité de l'armée russe en Syrie, notamment avec les frappes aériennes du 14 avril sur des forces pro-régime ayant tué une dizaine de mercenaires russes. Des mercenaires travaillant pour le groupe privé Wagner. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères au micro d'Euronews, dénonçait la présence américaine en Syrie et explique, je cite, que la stratégie des États-Unis est de s'installer définitivement en Syrie et qu'ils sont en train de créer une sorte d'autorité quasi locale. On voit bien ici un affrontement diplomatique et une volonté pour les deux États d'étendre leur zone d'influence. Aujourd'hui, la Syrie tient en quelque sorte le rôle de l'Allemagne de la guerre froide. Elle est en quelque sorte devenue l'otage d'une grande rivalité de pouvoir entre les deux puissances. La rhétorique de la lutte contre le terrorisme pour justifier les interventions dans cette zone est épuisée et la confrontation diplomatique voire militaire continue à s'accentuer. Pour le peuple syrien, cet affrontement est très négatif. Comme si le dictateur au pouvoir ne suffisait pas, les puissances mondiales s'en mêlent et privent de plus en plus le peuple syrien de son droit à l'autodétermination. Merci beaucoup Nathan, du coup. Alors du coup, pour conclure, on va vérifier si vos connaissances de terminale sont toujours d'actualité. Et en effet, on va réviser un peu le programme. On passe le bac, du coup ? On recommence ? Donc, j'ai trouvé un petit quiz et on va voir qui décroche toujours son bac 2 ans après. 2 ans, t'es gentil. Ça fait 4 ans. Entre 1 et 2 ans. Ça et passe. 4 ans. Oh, ouais, d'accord. Combien de guerres les États arabes ont-ils gagné contre Israël ? 3. Aucune. B. 1. C. 2. Attends, j'ai pas entendu la question, répète. Les États arabes. Combien de guerres les États 0. arabes ont-ils gagné contre Israël ? 0. Ah bah 0. Attention, c'est la spécialiste qui parle, Ouais. Margot. Bah jamais. 0, du coup, c'est le mot Ouais. de la fin ?
Bah en effet, c'est 0. Alors, Ouais, toujours les États-Unis. bravo Margot. Fine analyse géopolitique. Alors maintenant, une autre question. L'intifada signifie A. La guerre des pierres. B. La guerre des bombes. C. La guerre des tanks. La guerre Ah, des pierres. la guerre des pierres. La guerre des pierres. Mmh. C'est bien, c'est une bonne réponse. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de plus difficile du coup. Pour le moment, on a peut-être Le même une sionisme mention. Hein. est une idéologie inventée par A. Arthur Balfour. B. Theodore Herzl. C. Lord Walter Rothschild. C'est le B. Bravo Theodore Herzl. Est-ce que c'est le B? On va vérifier. Et oui, c'est le B. C'est le B. C'était la chronique de Margot. Bravo. Merci, je me sens Un point écoutée, pour tu vois. pour la série. Un Bon, point eh pour bien, l'intention. alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Alors, à bientôt sur la Nix Radio du Journal International. Au revoir. Au revoir.